Cher alchimiste, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode ultime pour réviser en 2024. Fini les trous de mémoire au mauvais moment et je vais vous montrer avec quel outil. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos et outils. C'est parti! Une fois que vos informations entrent dans votre mémoire, vous n'avez fait que 50% du travail. Car le but, c'est bien qu'elles y restent, justement. Apprendre est une chose, et en retenir est bien souvent une autre chose que beaucoup ne comprennent pas. Vous n'êtes pas un disque dur, les informations que vous apprenez ont une durée de vie dans votre mémoire, et si vous ne les révisez pas, vous finirez par les oublier, contrairement au vélo. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez prolonger cette durée de vie en suivant ce que l'on appelle la courbe de l'oubli. Vous renforcez l'information dans votre mémoire à intervalles réguliers. Plus l'information est dense et complexe, et plus vous devrez la réviser souvent. On appelle cela la courbe de l'oubli, et si vous voulez plus de détails, je vous invite à revisionner la vidéo phare que j'avais faite à ce sujet. Le problème de la courbe de l'oubli, c'est qu'il est difficile de savoir quand réviser une information, à quel moment et à quelle fréquence. Et si en plus vous apprenez des nouvelles choses tous les jours, alors il devient extrêmement compliqué de ne pas oublier de réviser, tout simplement. Alors, il y a quelques années est né un projet d'application très intéressant dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est Anki. Anki est une application sur ordinateur à la base, mais que vous pouvez tout à fait utiliser sur votre portable à présent, et qui se charge pour vous de vous prévenir lorsque vous devez réactiver une information dans votre mémoire. D'autre part, elle vous présente les informations sous forme de fiches. C'est très important de comprendre ce concept, car vous n'avez pas le temps de réviser des pages entières. C'est à vous de synthétiser les informations pour qu'elles ne prennent pas beaucoup de place. Si vous trouvez que vous manquez d'esprit de synthèse en général et que c'est un domaine que vous souhaitez améliorer chez vous, alors rendez-vous dans cette vidéo. Attention cependant, les exercices de cette vidéo sont assez extrêmes et ne sont pas pour tout le monde. C'est si vous souhaitez vraiment vous améliorer à ce sujet. Maintenant, venez avec moi, je vais vous montrer comment gérer Anki pour que vous puissiez l'utiliser correctement et efficacement. On va le faire avec des exemples. C'est parti. Voilà, on se retrouve à présent pour ce tutoriel spécial Anki. Donc là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est les fenêtres de l'application. Vous voyez, c'est tout simple. Vous avez quelques options, paquets, ajouter, parcourir, statistiques et synchronisation. Des paquets que j'ai déjà créés, mais on va en faire un ensemble pour que vous puissiez bien comprendre le truc. Mais je voulais déjà vous montrer comment ça se présente. Donc vous avez dans chaque paquet que vous avez créé, les paquets, ce sont là où vous allez stocker vos informations. Par exemple, si vous apprenez le droit, vous allez avoir un paquet droit de la famille, un paquet droit du travail, etc. Si vous apprenez la médecine, vous allez avoir un paquet histologie, un paquet anatomie, un paquet sciences physiques, etc. Vous allez avoir plusieurs paquets comme ça, et dans ces paquets, vous allez ranger des fiches. Ces fiches-là, on va en faire quelques-unes ensemble pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre comment les faire. Ces fiches-là, Anki va se charger de vous prévenir quand est-ce que vous devez les réviser. Donc là, les paquets que j'ai créés sont par rapport à quelque chose que j'étudie en ce moment, qui est le jeu d'échecs. Donc j'ai plusieurs types de paquets différentes, avec à chaque fois les cartes nouvelles, c'est-à-dire celles que je viens d'entrer dans mon Anki, celles que je vais donc réviser pour la première fois. Les cartes en cours, les fiches en cours sont celles que vous devez réviser aujourd'hui, et les fiches à réviser sont celles que vous devez réviser à très court terme pour que vous puissiez prolonger leur durée de vie de l'information. Donc, quand elles suivent ce cycle, après, les cartes à réviser deviennent en sommeil jusqu'à ce qu'elles se réveillent pour un certain temps, en fait. La courbe de l'oubli va se charger elle va les faire réapparaître dans en cours et à réviser à un certain moment. Donc, comment ça se présente une fiche? Donc là, c'est des jeux d'échecs que j'ai rentrés. Dans Anki, vous pouvez rentrer du texte, vous pouvez rentrer de l'audio, vous pouvez rentrer des dessins, des schémas, des graphiques, tout ce que vous écrivez à la main, vous en prenez une photo. Moi, je fais des photos de capture d'écran pour les jeux d'échecs, car c'est des positions que j'aimerais bien retenir pour plus refaire les mêmes erreurs. Voilà ce que ça donne, par exemple, en gain manqué. Hop. Quand on va dans le paquet gain manqué, j'ai une nouvelle carte, 3 à repasser aujourd'hui et 26 à réviser au total. Donc quand je mets étudier maintenant, voilà comment ça se présente. Donc là, c'est le recto de la fiche qui se présente à moi. Donc vous avez l'information recto, c'est ce que vous allez vous mettre. Par exemple, définition de tel concept. Vous allez essayer de vous le remémorer, de faire une petite révision mentale. Et quand vous vous sentez prêt, vous mettez afficher la réponse.
Et la réponse vous montre le verso, c'est-à-dire ce que vous auriez dû répondre. Est-ce que ce que vous auriez dû répondre correspond à ce qui était demandé au cours, en fait? Donc le verso, c'est un peu la réponse, c'est le cours. Vous faites un petit quiz, en fait. Finalement, c'est ça, Anki. Et ce que vous devez faire après, par rapport à votre réponse, c'est vous auto-évaluer. Quelle a été votre réponse? Comment a été votre réponse? Est-ce qu'elle a été à revoir, c'est-à-dire vous étiez complètement à côté de la plaque? Dans ce cas-là, vous voyez au-dessus, c'est marqué que Anki vous fera réviser dans 1 minute. C'est-à-dire dans 1 minute, elle va vous reproposer la carte. Pourquoi dans 1 minute et pas dans plus? Parce que ça, c'est une nouvelle carte. C'est une carte qui vient d'être rentrée. Donc si vous vous plantez dans quelque chose qui vient d'être rentré, vous devez changer quelque chose et le réviser tout de suite. Si ça a été assez difficile, c'est-à-dire que c'est revenu, difficile, ça veut dire que c'est revenu, mais que ça a été vraiment très trop long par rapport à l'information. Dans ce cas, il vous interrogera dans 10 minutes. Si c'est correct, si votre réponse est correcte, il manque quelques détails, mais pour l'ensemble c'est bon, il vous réinterrogera demain. Si ça a été trop facile, il vous réinterrogera dans 3 jours. Donc, ça, cet algorithme, moins d'1 minute, 10 minutes, 1 jour, 3 jours, quel que soit ce que vous apprenez et quel que soit ce que vous essayez de faire entrer dans votre mémoire, une nouvelle carte, c'est toujours cet algorithme. C'est-à-dire que si vous êtes à côté de la plaque, il vous retestera dans 1 minute. Si ça a été difficile, dans 10. Si votre réponse est correcte, c'est 1 et 3 jours. Il ne laisse pas passer plus de 3 jours, en fait. Pour la première répétition, il ne laisse pas passer plus de 3 jours. Donc ça, c'est Anki comment ça se présente. Donc là, on l'a fait. Pour moi, ça a été correct. Hop. Et là, et tout de suite, il enchaîne sur la deuxième carte du paquet. Donc quand vous revenez au paquet, vous voyez que j'en ai plus 3 en cours, mais plus que 2. Il y a toujours 26 à réviser et une nouvelle, et plus 2. C'était une nouvelle que je viens de réviser. Donc maintenant, imaginons que vous appreniez le droit. Donc quelque chose de complètement différent. Vous créez un paquet. Ici, vous voyez, vous avez l'option créer un paquet. On va l'appeler droit de la famille. Droit de la famille. Allez, je dis n'importe quoi. Droit. Tout simplement droit. On verra après si je le subdivise ou pas. Ok, donc vous voyez, j'ai le paquet droit qui arrive. Vous avez fini avec ce paquet pour l'instant? Bah oui, forcément, il n'y a pas de carte. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va remplir... Alors, ne vous inquiétez pas, c'est les fonds d'écran derrière qui défilent comme ça. Mais c'est mon ordinateur, hein, donc c'est une capture d'écran. Ce n'est pas du tout dans l'application Anki. Anki, c'est juste la fenêtre. Donc maintenant, imaginons que vous appreniez le droit. Et j'ai pris un site qui s'appelle AideOTD pour... voilà, pour l'exemple en fait. Imaginons que vous ayez un cours qui se présente comme ça, très théorique, avec quelques schémas, etc. Étape 1, vous avez même des tutos vidéo, etc. Blablabla. Donc c'est très bien fait d'ailleurs, hein, aideotd.com. Imaginons que vous ayez un cours sur le contrôle de conventionnalité, ou quelque chose comme ça. Donc vous avez votre fiche de cours. La première chose que je vous recommande de faire, comme tout cours, d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur le sujet comment apprendre un cours. J'en referai en 2024 parce que c'est important de raffiner les concepts, de les redire également, mais avec d'autres mots, de retravailler un petit peu tout ça, d'améliorer également, de rajouter des nouveautés. Mais la première chose que je vous recommande de faire quand vous avez un cours, c'est de consulter ça directement, le sommaire. Vous faites ce qu'on appelle un survol. Le survol est très important si vous souhaitez ne pas perdre trop de temps. Ça vous permet d'avoir une vision aérienne de ce qui va se passer dans le cours. Donc, on a un sommaire en 6 parties qui est qu'est-ce que le contrôle de conventionnalité. Donc, on a une partie entière qui est réservée à une définition en fait. La deuxième, c'est un pourquoi. La troisième, c'est quelle juridiction est compétente. La troisième partie va sans doute être avec beaucoup de cartes. Vous allez faire beaucoup de cartes sur la troisième partie. À quelle juridiction? Il n'y a pas au pluriel, donc peut-être que ça va pas être si grand que ça. Effet, donc ça va être très important, donc vous allez avoir des cartes. Exemple de cas pratique, il va y avoir très peu de cartes. Et oui, quand vous avez un sommaire comme ça d'un cours en 6 parties, et une partie entière est déterminée et réservée à la définition, et une autre partie réservée à exemple, vous pouvez être sûr que ce sont des parties où il n'y aura pas beaucoup de cartes Anki à faire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tableau récapitulatif, ça peut être intéressant de faire des cartes Anki sur la récapitulation. Sur les tableaux comme ça, avec juste des tableaux. Donc, maintenant, une fois que vous avez vu le sommaire, comment ça va s'articuler, votre cerveau, il a le message que
des parties, notamment la 3 et la 4, vont certainement être plus denses que les autres. Donc maintenant, on va un petit peu regarder le cours en lui-même, comment il s'articule, sans le lire, on lit juste les titres. Qu'est-ce que le contrôle de confidentialité? Vous avez vu un paragraphe, et tout de suite vous passez au 2. Le 2 est déjà beaucoup plus... Pourquoi est déjà beaucoup plus dense. Et le 3, quelle juridiction est compétente? Vous voyez qu'on parle d'étapes. Donc il y a pas mal de choses. Hein. Acceptation par la juridiction ordinaire du contrôle, étape 2. Donc on a toute une séquence à savoir par cœur. Enfin par cœur, à mémoriser en fait. Effet du contrôle de conventionnalité, exemple. En fait, l'effet, le 4, je pensais que ça allait y avoir beaucoup de choses, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Et le 5, donc là, on a quelques exemples. Et là, un tableau récapitulatif, ça peut être pas mal du tout. Ça peut être pas mal du tout de savoir tout ça. Donc, évidemment, vos cours seront beaucoup plus denses, ils seront pas synthétisés comme ils le sont déjà le cas ici, mais le principe restera le même. Hein. C'est pas parce qu'on parle de droit et que le truc est déjà tout fait que vous n'allez pas faire la même chose. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que je regarde les fiches d'introduction au droit, c'est marrant. Il y a déjà des fiches déjà prêtes. Donc, qu'est-ce que le contrôle de conventionnalité? Ça doit être directement dans une carte Anki. Donc, on va aller sur Anki. On est sur notre paquet droit. Je rappelle qu'on a choisi le paquet droit. On fait ajouter. Et là, il y a une autre fenêtre qui s'installe, qui est une fenêtre toute bête de traitement de texte, de tableur, ou je sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais le recto. Vous avez d'un côté le recto de la carte. Donc vous pouvez mettre qu'est-ce que le contrôle de confidentialité. Conventionnalité, pas confidentialité, conventionnalité. Et au verso, vous allez taper la réponse. Donc là, qu'est-ce que le contrôle de conventionnalité? Permet d'apprécier les conformités d'une loi à un traité international. Concrètement, vous voyez, quand vous faites de la lecture de cours, pensez à ces types de mots-clés. Concrètement, ça va vous dire que les mots qui vont venir, c'est une autre façon de dire les choses. Il s'agit de vérifier qu'une loi française n'est pas contraire à une norme internationale. Ok, donc contrôle de conventionnalité. Si on retourne sur notre Anki, hop, il est là notre Anki. Bah, on va dire que c'est permet de vérifier la conformité d'une loi à une norme internationale. Voilà, votre carte est faite. Vous pouvez ajouter des tags dessus, par exemple, il y a définition. Vous pouvez ajouter le tag définition. Ça va vous dire que vous pourrez, plus tard dans vos révisions, ne réviser que les définitions. Et toutes les cartes que vous aurez taguées définition vont apparaître. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Donc vous voyez, c'est tout simplement ça, une fiche Anki. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que le contrôle de conventionnalité? C'est beaucoup plus profond que juste une phrase. Ben oui, évidemment, vous allez avoir plusieurs sous-définitions dans la définition, ou peut-être qu'il va y avoir plusieurs points à mettre en avant, mais l'idée est là, c'est qu'il vaut mieux avoir plusieurs petites cartes autour du contrôle de conventionnalité plutôt que faire un paquet, mettre tout le texte ici, avec des lignes interminables, etc. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit plutôt sous cette forme-là. Question simple, précise, rapide, chirurgicale, j'ai envie de dire, et réponse de la même... presque autant que la question. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas tenir beaucoup plus de place, quoi. Donc là, ça vous permet d'avoir... Donc vous ajoutez, hop, la loi française, ok, donc ça, vous devez le comprendre. L'exemple, quand vous voyez des exemples, les exemples sont là pour contrôler, elles ont un double but, hein. Les exemples ont un double but. Ils sont là pour contrôler que vous avez bien compris ce que c'était qu'un contrôle de conventionnalité, et sont là pour vous permettre de comprendre. Les exemples sont également là pour vous permettre de comprendre si y a des choses qui vous semblaient obscures dans la définition. Un exemple vous permet de tout de suite remettre les choses au clair. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent par l'exemple. C'est parce que l'exemple permet vraiment de capter l'information d'une autre façon. Plus vous avez d'exemples, mieux c'est. Si vous n'avez pas d'exemple sous la main et que vous n'êtes pas sûr du concept, à 100%, je vous recommande d'en trouver. Et pour en trouver, vous pouvez regarder des vidéos que j'avais fait sur le sujet, mais vous pouvez vous aider de ChatGPT pour vous donner des exemples,
Vous donnez la définition, vous faites un copier-coller de la définition dans le chat GPT, vous demandez de trouver des exemples pour vous clarifier le point, et il saura vous en trouver. Pourquoi prévoir un contrôle de conventionnalité? Donc là, on est dans une partie qui est plus longue. Vous n'allez pas mettre dans votre titre de fiche pourquoi prévoir un contrôle de conventionnalité. Il existe une hiérarchie des normes. Un ordre juridique ou un système juridique est un ensemble organisé de règles de droit ou de normes régissant une société donnée. Concept de pyramide de Kelsen. Donc là, pyramide de Kelsen pourrait être une carte dans le droit. Hiérarchie des normes, en fait, pourrait être une carte également avec... On classe les normes par catégorie ou par type, les normes constitutionnelles. Donc là, norme constitutionnelle pourrait être une fiche. Qu'est-ce qu'on appelle norme constitutionnelle? Qu'est-ce qu'on appelle norme conventionnelle? Et la réponse de cette fiche pourrait être convention internationale, relève du bloc conventionnalité. Pourrait être, oui, dans le verso. Vous avez deux façons, en fait. Là, c'est hyper intéressant parce que vous avez deux façons d'apprendre ce type d'information. Soit vous l'apprenez, comme je vous l'ai indiqué, avec plein de petites fiches, avec une fiche norme constitutionnelle, et la définition, norme conventionnelle, définition, norme légale, définition, etc. Soit vous pouvez directement faire une capture d'écran de ce tableau en guise de verso, ou bien, si vous voulez vraiment aller au fond des choses, quand vous avez des tableaux comme ça, vous pouvez également faire un diagramme représentant ça, mais avec des trous. Et c'est à vous, lorsque vous révisez, de remplir les trous. Et ensuite, en verso, vous proposez la capture d'écran de ce tableau. Et ça, c'est une excellente façon de réviser les tableaux notamment et les diagrammes comme ça. Donc c'est à vous de voir. Les deux fonctionnent, hein. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Moi, je suis quelqu'un qui est plus visuel, donc plus je vais voir des dessins, des mind maps, des trucs comme ça, plus ça va me parler en fait. Le contrôle de la hiérarchie des normes, donc exemple pour que c'est... Voilà, contrôle de la hiérarchie des normes. Comment la hiérarchie des normes est-elle vérifiée? Ça peut être le titre d'une fiche. Et là, donc par exemple, on va revenir à notre Anki. Hop. Donc vous allez avoir définition hiérarchie des normes, mais vous allez également avoir comment la hiérarchie des normes est-elle vérifiée. Et dans la réponse, vous allez avoir... On va revenir à notre cours. Ouh là 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 là, pas si haut, pas si haut, pas si haut. En 1, vous allez avoir le contrôle de constitutionnalité. Donc il y a 3 points. On revient à notre Anki. 1. Contrôle de conventionnalité, de constitutionnalité. Constitutionnalité. Est-ce qu'il y a 2 N à constitutionnalité? Oui. En 2, donc là c'est un peu une exception à la règle où je vous disais, quand vous avez une séquence comme ça, forcément la réponse sera plus longue que la question. Mais bon, c'est pour vous donner une idée que contrôle de conventionnalité. Et enfin, le contrôle de légalité. Légalité. Et là, vous pourrez établir ça en le tag, vous pouvez mettre procédure. C'est procédure. Voilà, vous avez un tag procédure. Vous pouvez même rajouter un tag droit si vous avez plusieurs matières. Vous pouvez rajouter également... si vous voulez un jour réviser que les cartes sur la hiérarchie des normes ou sur le contrôle de conventionnalité, vous pouvez mettre conventionnalité par exemple en tag. Et lorsque vous ferez des séances de révision ciblées, vous pourrez demander que les cartes qui ont un tag conventionnalité. Alors les tags, attention, ça veut dire quand vous commencez à mettre des tags et que vous voulez vraiment les utiliser comme ça, il ne faut pas oublier une carte, quoi. Il faut vraiment que vous taguiez toutes vos cartes. Et on sous-entend que ça et ça, vous sachiez les définir.
Si ce n'est pas le cas, si vous savez pas la différence entre les trois, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez faire des cartes contrôle de constitutionnalité et en verso vous allez mettre la réponse. Et dans les tags vous mettrez définition. Définition, procédure, droit, mettez autant de tags que vous voulez. En fait, les tags, pensez Instagram quand vous pensez tag. Comment vous tagueriez une photo? Bah là, c'est la même chose. Comment vous tagueriez, quel hashtag ou quel tag vous metteriez à contrôle de constitutionnalité? C'est la même chose en fait. Votre cours devient un Instagram et les tags vous permettent de retrouver les informations, de les classer plus facilement. Donc, vous voyez, on a résumé hiérarchie des normes. Comment la hiérarchie des normes est-elle vérifiée? Tout ça, on l'a résumé en une simple fiche. Peut-être que c'est assez, peut-être que c'est pas assez. Ça, c'est que la pratique, au moment où vous ferez vos révisions, qu'il le dira. Est-ce que vous avez oublié des informations? Est-ce que ce diagramme est pertinent à mémoriser ou pas? C'est pas forcément le cas. Pour moi, ce diagramme, il vaut mieux que vous le compreniez plutôt que vous le mémorisez de façon brute. Après, à vous de voir. Hein. Si vraiment vous n'êtes pas d'accord et vous pensez que il faut absolument le connaître par cœur, dans ce cas, faites une capture d'écran et gommez toute la partie droite, laissez la partie gauche et révisez-vous intérieurement sur les flèches, sur ce qui est censé être ici. C'est une très bonne façon de réviser. Le diagramme lui-même pourrait être une seule fiche en fait, où vous essayez de réviser ce que ça veut dire bloc de constitutionnalité, bloc de conventionnalité, bloc de légalité, bloc réglementaire, etc. Ensuite, vous avez donc la fiche est finie. N'oubliez pas de l'ajouter. Et ensuite, on passe à la partie suivante. Quelle juridiction est compétente pour exercer le contrôle de conventionnalité? Il faut d'abord préciser que la question de la compatibilité d'une loi avec un traité ne concerne pas les lois promulguées postérieurement. Peut-être que ça, c'est encadré, pourrait faire l'objet d'une carte si vous le sentez pas. Vous pouvez faire par exemple une carte. Quelles sont les lois concernées par le contrôle de conventionnalité? Juste ça. Donc là, vous ajoutez une carte. Les lois concernées par le contrôle de conventionnalité. Et la réponse, ce serait que les lois promulguées postérieurement. Postérieurement à quoi? Postérieurement à l'entrée en vigueur d'un traité. Et là, c'est du droit, c'est de la définition en tag. Voilà, donc vous voyez comment vous faites des cartes Anki. Donc, imaginons que vous ayez un cours gigantesque. Mais vraiment gigantesque. Il peut être utile quand vous allez dans les paquets, vous fermez et que vous retournez dans vos paquets, il peut être utile d'avoir un paquet dédié exclusivement à contrôle de conventionnalité, par exemple. Parce qu'il y a énormément d'informations, etc. Là, on va vite, mais c'est pour vous donner un peu le truc. Sachez que quand on ajoute une carte, vous pouvez ajouter des images. Vous pouvez mettre une fichier de pièces jointes. Là, vous voyez, j'ai tous mes trucs d'échecs qui apparaissent, mais vous pouvez totalement mettre des images. Vous pouvez choisir ça, mettre ça, hop, pouf. Et le verso, ça c'est de Bogoliubov, voilà, peu importe. Vous l'ajoutez, hop. Et quand vous arriverez, maintenant on va voir ce qui va se passer quand on étudie maintenant. Qu'est-ce que le contrôle de conventionnalité? Vous affichez votre réponse.
Vous voyez, permet de vérifier la conformité d'une loi à une loi internationale. Vous vous auto-évaluez, ça c'est très important. Il y a plein d'options, moi j'en découvre encore aujourd'hui. Vous pouvez même rejouer le son des audios. Rejouer le son, c'est quand vous apprenez une carte, quand vous apprenez une langue, pardon, c'est bien d'avoir des enregistrements audio et que voilà, vous contrôlez le recto de la carte, c'est peut-être juste la personne qui parle, et le verso, c'est la définition, et vous, juste avec la personne qui parle, vous essayez de dire ce qu'elle dit, quoi. Vous essayez de répéter ce qu'elle dit. Donc ça peut être très intéressant pour apprendre les langues. Donc moi c'était facile, je vais à la puce. Comment la hiérarchie des normes est-elle vérifiée? J'affiche la réponse. Ah ouais, donc là c'était un peu plus difficile. Je vais mettre difficile. Quelles sont les lois concernées par contrôle de conformité? Ça c'est facile dans 4 jours. Et ça, bon bah voilà, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ok. Et puis la réponse, Bogolubo. Bien, facile. Donc maintenant, vous voyez, vous avez passé toutes les cartes, mais celles qui étaient un peu difficiles, les 10 minutes ne sont pas écoulées, mais elle vous la reteste maintenant. En fait, Anki, plutôt que de vous prévenir dans 10 minutes, il va tout faire pour que vous fassiez la révision avant que vous fermiez l'app. S'il reste que quelques minutes. Donc, il va vous la reposer avant de partir. Donc là, vous voyez, l'algorithme, c'est le même. Une minute, 6 minutes. La première fois, c'est la même chose. Vous affichez la réponse, facile. Ok, ça sera dans 3 jours. Félicitations, vous avez fini avec ce paquet pour l'instant. Et vous allez voir que quand vous consultez votre Anki tous les jours, il va vous marquer les cartes à réviser en vert qui vont apparaître en cours. C'est celles que vous êtes en train de réviser en ce moment. Et les nouvelles, c'est celles que vous entrez dans la base de données. Donc, pourquoi Anki c'est hyper intéressant? Pour finir, Anki, ça vous permet de vous forcer à synthétiser l'information, de comprendre l'information, parce que vous ne créez des fiches que sur des trucs que vous comprenez en fait. Donc, c'est une assurance pour vous que vous avez bien compris le cours et qu'il est synthétisé correctement. C'est beaucoup mieux de faire les fiches vous-même plutôt que quelqu'un les ait déjà faites pour vous et que vous les appreniez. Parce que les choses que vous faites vous-même ont beaucoup plus de valeur pour votre mémoire et donc sont beaucoup plus mémorables. Même si les fiches qu'on vous propose sont déjà bien faites et tout, et même si vos fiches à vous sont imparfaites, c'est pas grave, elles seront plus efficaces et tiendront mieux dans votre mémoire. C'est très important à savoir. Dernière chose, oui, Anki va vous demander du temps à mettre en place, mais c'est un temps que j'estime absolument indispensable. Si vous voulez vraiment être sérieux à propos de vos études et retenir les choses à long terme, vous devez mettre en place un système de répétition espacée comme Anki. Il existe d'autres applications comme Quizlet ou d'autres, mais Anki est gratos sur ordi, donc c'est pas mal, quoi. Après, par contre, la version iPhone, elle est payante. Mais bon, on n'a rien sans rien. Et pour moi, ça vaut largement le coup. Autre chose, lorsque vous avez vraiment beaucoup de fiches, je vous recommande de ne pas être trop dur avec vous-même lors des révisions. C'est-à-dire que si vous mettez à revoir, imaginez que vous apprenez une information, au début ça marche, mais qu'elle vous la propose une semaine après, et une semaine après, mince, vous n'êtes pas content de la réponse que vous donnez, évitez au maximum de mettre à revoir. Parce que à revoir, c'est-à-dire vous dites à l'algorithme que non, je l'ai complètement oublié, à revoir, l'algorithme va vraiment être méchant. C'est-à-dire que il va vous le reproposer dans 10 minutes. Et après, c'est reparti au début. Donc, si vous prenez cette habitude trop souvent parce que vous êtes perfectionniste, ce qui va se passer, c'est que vous allez être noyé sous les fiches dans pas longtemps. Alors qu'en réalité, ok, vous en avez oublié beaucoup, mais c'est juste en sommeil, c'est pas complètement oublié. Quand vous mettez à revoir le bouton rouge, quand j'étudie maintenant, que j'affiche, c'est bon, c'était ça. C'est un mauvais exemple encore. Mais que vous mettez à revoir, encore un mauvais exemple, décidément, on va y arriver. Voilà. Là, par contre, si je mets à revoir, ça repart dans 10 minutes. Si je mets correct, c'est 6 jours. Vous voyez un peu le différentiel? Et si je mets difficile, c'est 5 jours. Moi, je vous recommande, à part si vraiment vous êtes à la ramasse et vous avez complètement oublié la définition ou ce que vous cherchez à restituer,
ne mettez jamais à revoir. Mettez difficile. Dans ce cas, il vous interrogera dans 5 jours. Parce que sinon, vous allez être noyé sous les fiches. Littéralement. Hein. Donc, faites attention quand vous faites ça. Ne soyez pas perfectionniste. Soyez plus tolérant envers vous-même. Mais ne mettez pas facile quand ça n'a pas été facile, par contre. Mettez correct, mais pas facile. Parce que là, c'est l'excès inverse. C'est-à-dire que, ok, ça a été facile, je te la reproposerai plus, il va se dire Anki. Donc, voilà un petit peu sur le tuto d'Anki. J'espère avoir été assez complet. Si c'est pas le cas, si vous voulez d'autres exemples, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit like, pouce bleu, acheter mes livres. Voilà, si vous voulez vraiment apprendre plus rapidement. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Ça me fait très plaisir. Merci d'avoir suivi jusque-là. À bientôt. Salut, salut.